Mesdames et messieurs, merci pour l'opportunité qui nous a donnée de nous exprimer sur un sujet passionnant, un sujet qui concerne plus de 5 milliards de personnes dans le monde, et en particulier déjà plus de 40% des Béninois. 40% des Béninois vivent déjà aujourd'hui une expérience parce qu'ils se connectent à Internet. Et je pense que le keynote de la fois d'il y a quelques minutes de Gilles, il a probablement omis de dire que s'il propose des solutions en SaaS, plus que jamais l'Internet est indispensable pour que son produit puisse réellement pour que ce produit puisse réellement profiter aux entreprises et aux grands donneurs d'ordre. Donc je vais démarrer tout de suite par M. Adjouvi. Nous avons un panéliste qui est absent parce qu'il avait un vol, il est parti à 10 heures. Donc, M. Adjouvi, le Bénin a une grande ambition de devenir une plateforme des services numériques dans la sous-région. C'est une vision que l'on retrouve dans pas mal de pays. Le Togo veut être un hub technologie également. En quoi le Bénin se différencie aujourd'hui et quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour accélérer l'Internet au Bénin? Bonjour tout le monde. Ça, c'est plusieurs questions en une seule. Hein. Absolument. Je vais essayer de faire court. Aujourd'hui, il était important d'avoir une vision, d'avoir un objectif et de pouvoir rattraper très rapidement un certain nombre de retards, non seulement en matière d'infrastructure, mais aussi en matière de services en numérique. Donc on s'est fixé cet objectif-là. Alors, on ne sait pas ce que les autres ont fait. On n'est pas dans une course, même si on veut être les premiers. Bon, ça c'est notre manière de voir les choses. Mais je crois que se comparer aux autres crée l'émulation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et je crois que se dire quelque part que nous sommes devant ou que nous avons du travail à faire pour rattraper en particulier nos voisins, je crois que c'est une émulation qui nous permet d'avancer. Ceci dit, ce qui est important, c'est quoi? C'est pas cette émulation, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous mettions en place les infrastructures nécessaires pour que les entreprises, quelles qu'elles soient, et les particuliers et l'administration puissent enfin travailler sans réfléchir à savoir si aujourd'hui nous aurons la connexion à haut débit ou pas. C'est vraiment ça l'enjeu, parce que c'est sur cette infrastructure de facto que les entreprises vont pouvoir imaginer les services et la manière de servir leurs clients qui est efficace et qui va leur apporter de l'argent. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire. Le gouvernement va accompagner. Il a une stratégie, il a une vision, il a un plan d'action et il travaille. Merci, M. Adjouvi. Vous avez abordé la stratégie, mais concrètement, quels sont les projets qui sont réellement mis en œuvre pour promouvoir l'Internet au Bénin? Donc je pense que M. Assouma, directeur général Bénin Télécom Infrastructure, pourra nous éclairer sur les projets en cours. Merci, M. Loko. Bonjour tout le monde. Dit M. Adjouvi un peu plus tôt, il y a une stratégie, il y a un ensemble de programmes. Ce qu'on a remarqué après avoir fait une analyse, c'est de se dire que nous allons utiliser un modèle de développement d'infrastructures qui est peut-être un peu différent de ce qui se fait ailleurs. J'aime prendre une image. On va supposer que les opérateurs, vous allez prendre l'image d'un bateau sur lequel il y a des conteneurs. Les opérateurs mobiles, les opérateurs fournisseurs d'accès Internet, etc., possèdent tous chacun des conteneurs. Nous nous sommes dit, au lieu que chacun d'entre eux essaie d'affréter un bateau pour l'emmener au port de Cotonou et faire toutes les formalités pour aller distribuer les produits aux différents clients, nous allons imaginer le fait que le gouvernement va accélérer le transport en mettant en place un grand bateau dans lequel on va leur demander de tous mettre leurs conteneurs et on va le transporter beaucoup plus vite au port et ensuite ils se chargeront de le distribuer. C'est dans ce principe que nous sommes partis en disant, nous allons développer des infrastructures très haut débit, très rapidement, et nous avons commencé par le déploiement de la fibre optique. Le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire.
sur les 2-3 dernières années, en développant cette infrastructure, nous nous sommes rendus compte que effectivement, on est passé d'un taux d'utilisation, on est passé de 100 à 300% d'utilisation en termes de croissance, en termes d'infrastructures, pendant que nous sommes en train de déployer ces infrastructures. Donc, il s'agissait de déployer d'abord l'Internet très haut débit, donc la fibre optique, pour interconnecter l'ensemble des communes du Bénin. La première phase est en train d'être terminée, celle qui permettra de raccorder plus d'une cinquantaine de communes tout de suite à la fibre optique. Donc, s'assurer que, par exemple, aujourd'hui, on est capable d'avoir autant de services à Cotonou qu'à Dassa, qu'à Malanville, qu'à Kandi, qu'à Djougou, qu'à Natitengu. Ensuite, une deuxième phase, donc, qui est la phase 2 du programme de développement d'infrastructures, qui va permettre aussi de rapporter et de connecter le reste des communes, notamment de l'Ouest. Ça permet non seulement de déployer l'infrastructure, la fibre optique partout dans les communes, de les relier, de les interrelier, mais aussi de créer un réseau sécurisé. Rappelez-vous, il y a déjà eu par le passé une coupure de câble qui a isolé le Bénin. Nous voulons aussi éviter que ce soit seulement une partie du Bénin qui bénéficie des infrastructures haut débit. Donc aujourd'hui, les projets en cours, c'est des projets d'interconnexion de l'ensemble des communes, ce qui permettra justement à ce fameux bateau de pouvoir se transporter partout et justement permettre aux opérateurs de se dire, je n'ai plus à me soucier du transport, d'affréter un bateau, etc. pour aller d'une commune à une autre. Si aujourd'hui je veux installer un centre de données à Parakou ou un centre de données à Kandi, mais j'ai la possibilité de le faire. J'ai la possibilité de le faire parce qu'il existe justement cette infrastructure de transport à haut débit. D'accord. D'autres projets sont encore en train d'être mis en œuvre, notamment un point d'échange Internet. Un point d'échange Internet, l'objectif, c'est de pouvoir propulser le développement des contenus locaux. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup aujourd'hui de nos contenus, de nos transactions Internet dépendent de systèmes qui sont hors du Bénin. Oui, mais Monsieur Assouma, je veux quand même revenir sur le grand bateau. Le grand bateau, ça veut dire que, quelque part, nous mettons toutes nos billes dans un même véhicule. N'est-ce pas un risque? Parce que je poserai la question à Monsieur Awad, qui est numéro 1 des FAI privés au Bénin. C'est bien d'avoir un gros bateau, c'est bien de construire des autoroutes, des routes, mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à l'utilisateur final? Les rues, donc l'accès final est à la charge des fournisseurs d'accès à Internet. Quelles sont les actions qui sont mises en œuvre? Quels sont les projets dans le secteur privé et particulièrement chez Isocel aujourd'hui pour permettre aux populations, aux entreprises de vraiment bénéficier des investissements publics en cours? Monsieur Assouma a oublié de dire que c'est un bateau de croisière. Hein. C'est grand luxe. Non, c'était une... En réalité, effectivement, c'est ce qui a été entrepris par le gouvernement et par les financements publics depuis plusieurs années et qui sont concrétisés tout récemment, en 2017, 2018, et les projets continuent, permettent en effet aux opérateurs comme nous, entre autres les fournisseurs d'accès à Internet, à investir dans les réseaux d'accès. Donc c'est là que nous jouons notre partition, parce que dans cette chaîne, chaque acteur a son rôle, a ses responsabilités et ce que aussi la régulation lui permet de faire, de ne pas faire. Donc c'est là que nous entrons en jeu. Donc nous, forts de cette réalisation, nous allons commencer dans les jours qui viennent le déploiement sur Cotonou des premiers abonnés en fibre optique. Donc c'est un réseau de 70 km qui va connecter les entreprises, les grandes entreprises, les PME et aussi les ménages. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à fournir des connexions de qualité qui sont beaucoup meilleures, qui seront beaucoup meilleures que ce que nous pouvons offrir actuellement parce que nous étions limités technologiquement, ce qui n'est plus le cas. Parce que le Code du numérique a fait une grande innovation et un grand pas. Le Code du numérique, c'est la loi qui a été votée l'année dernière.
qui permet aujourd'hui, qui incite l'investissement privé dans les réseaux d'accès. Donc, bien entendu, nous ne voulons pas nous limiter qu'à Cotonou, parce que si vraiment nous voulons adhérer à la vision du gouvernement, il faudrait aller aussi dans les grandes villes. Je vous mentirais si je vous dirais qu'on va aller dans toutes les communes du Bénin, parce que, vous le savez comme nous, beaucoup de communes ne sont pas rentables économiquement et les investissements en fibre optique sont des investissements très lourds, avec un très long retour sur investissement. À moins d'avoir vraiment des subventions ou des crédits à très long terme, il sera très difficile pour nous d'aller partout. Néanmoins, nous avons le devoir d'aller dans d'autres communes, ne serait-ce que les villes les plus peuplées du Bénin, que ce soit à l'est, à l'ouest. D'accord, donc quand vous parlez de subventions, vous faites référence au secteur public à nouveau, si je comprends bien. Ça peut être le secteur public, ça peut être par des si vous voulez, des institutions de financement, mais qui pourraient donner la possibilité à l'opérateur de rembourser sur un terme beaucoup plus long que ce qui est pratiqué actuellement. D'accord. Donc il y a des bailleurs de fonds qui pourraient éventuellement, je parle par exemple, je donne un exemple, l'Agence française du développement ou l'équivalent de ces agences-là, ou IFC qui fait partie du groupe Banque mondiale. Donc il y a des financements de ce type-là. Bien sûr, c'est très difficile de les obtenir, c'est pas donné à tout le monde comme on dit, mais ça fait partie des... Parce que moi je ne crois pas à la subvention étatique, si vous voulez, à l'État-providence, ça ne marche pas. Ça marche pendant un certain temps et après on a vu des projets qui finissent en éléphant blanc. Donc, justement, si je reviens à M. Adjoubi sur l'environnement législatif dont vous avez parlé, mais également l'environnement réglementaire et toutes les incitations qui sont mises en œuvre pour s'assurer qu'on n'aura pas une fracture numérique sur le territoire. Le gouvernement est en train de promouvoir des services plutôt digitaux pour les citoyens, pour payer ses factures, payer ses impôts. Concrètement, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'environnement législatif, au niveau du réglementaire? Que fait, vous n'êtes pas l'autorité de régulation, mais quels sont les dispositifs au niveau de la régulation qui sont mis en place pour stimuler réellement l'investissement et accompagner les acteurs privés et favoriser vraiment l'émergence de nouveaux acteurs puissants? Alors, au niveau de... Je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'est le rôle du gouvernement dans cette affaire-là. Le numérique, typiquement, c'est du domaine, a priori, c'est du domaine privé. Les opérateurs télécoms sont privés, les fournisseurs d'accès à Internet sont privés. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord les infrastructures lourdes qui ne permettent pas aux opérateurs, qu'ils soient mobiles ou privés, d'investir parce que la rentabilité peut être remise en question. Il faut que le gouvernement mette la main à la poche et fasse ses projets, et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons d'autant plus que, comme vient de me dire M. Awad, puisque nous mettons en place des services, des e-services gouvernement vers le citoyen, ce sont des e-services qui sont en préparation, qui vont être déployés, il est évident que le citoyen à Cotonou, le citoyen à Parakou, le citoyen à Niki doit avoir les mêmes droits et donc les mêmes accès vers ces services-là. Donc il faut qu'on aille sur toute l'étendue du territoire, et le déploiement des fibres optiques, comme l'a dit M. Assouma, va couvrir l'ensemble du territoire. Ça, c'est un des aspects, les investissements pour les infrastructures. L'autre aspect, effectivement, c'est dans quel cadre souhaitons-nous agir. De la même manière que nous étions en retard sur les infrastructures, nous étions un peu en retard sur le cadre législatif, le cadre réglementaire qui gouvernait tout ça. Le code du numérique qui a vu le jour, sur lequel de nombreux textes d'application sont en cours, eh bien, met tout ça en place. Si vous regardez un petit peu, vous allez voir qu'il y a un livre entier sur le e-commerce qui définit à la fois des droits et des devoirs pour les entreprises, pour les plateformes de e-commerce, aussi bien que pour les citoyens. Il y a aussi tout un livre sur la cybersécurité, tout un livre sur la protection des données à caractère personnel. Ça, aujourd'hui,
le cadre législatif est en place, le cadre réglementaire se met en place, et je pense que c'est extrêmement important pour les entreprises, en particulier pour les PME, de savoir que de nouveaux devoirs, aussi bien que de nouveaux droits, leur sont applicables. Mais en même temps, je crois que c'est une fantastique opportunité de créer des nouveaux services dans ce cadre juridique pour les populations. Donc je crois que le cadre législatif est en place, et je crois que ce cadre, à lui tout seul, est une incitation pour la création de nouveaux services. Merci. Donc je vais revenir à M. Awad. Concrètement, aujourd'hui, je crois que 95% des connexions sont des connexions mobiles. Est-ce que l'Internet fixe a encore un avenir dans nos pays? Absolument, absolument, parce que aujourd'hui, la mobilité, bien entendu, est très très importante, même peut-être au-delà de 95%, mais toujours, je pense que les entreprises, les petites et moyennes entreprises aussi, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi que les foyers, ont besoin d'avoir des types de connexions à haut débit qui sont beaucoup plus abordables que celles offertes par les opérateurs mobiles. Je pense que, et d'ailleurs ce n'est pas uniquement en Afrique, parce que dans le monde entier, vous avez toujours des réseaux fixes qui sont de plus en plus déployés. Vos clients sont essentiellement des clients entreprises ou des clients fixes? Quelle est la réalité concrète aujourd'hui au Bénin? Nous avons un mix, bien entendu, c'est les entreprises qui représentent la grande majorité du chiffre d'affaires, parce que c'est eux les gros clients. Mais moi, je suis convaincu qu'avec un déploiement d'un réseau capillaire en fibre optique, avec du haut débit, les utilisateurs vont adopter, parce qu'ils vont avoir accès à plusieurs types de services, notamment aujourd'hui, ce qui est très en vogue, c'est les jeux en ligne, à part les recherches pour tout ce qui est éducation, aussi pour la télémédecine. Donc il y a énormément d'applications, même gouvernementales ou pour le service public, qui ne peuvent pas toutes passer que par les réseaux mobiles. Parce que vous savez, les réseaux mobiles aussi, ils ont des limites technologiques. Donc on peut saturer un réseau mobile jusqu'à une certaine limite. Et après, on ne peut pas tout faire sur le réseau mobile. D'accord. Monsieur Assouma, on a le souvenir de l'atelier Innov, donc il y a un peu plus de 2 ans déjà, avec un certain nombre de projets qui avaient été identifiés et qui ont été déclinés dans le PAG. Vous aviez commencé tout à l'heure à énumérer quelques-uns. Donc j'aimerais que vous y reveniez et que vous nous dites quels sont les projets structurants, là, à court terme, qui sont réellement mis en œuvre et qui auront réellement un impact sur la vie des entreprises et des citoyens. Juste avant de répondre à ça, je vais peut-être revenir sur la question de l'Internet fixe et de l'Internet mobile. Je crois qu'aujourd'hui, dans la mise en œuvre, c'est ce qui drive un peu la façon dont les projets sont mis en œuvre. Lorsqu'on regarde le programme développement d'infrastructures, qui est le premier projet phare du numérique qui est en train d'être mis en œuvre et qui est presque terminé déjà, qui est sur sa phase terminale, lorsqu'on regarde ce projet, il est essentiellement basé sur le déploiement de l'Internet fixe. Non seulement il met en place un réseau dorsal national de fibre optique dans sa première phase, et dans sa deuxième phase qui est à venir, le complément pour pouvoir accorder l'ensemble des communes, donc une première partie dans sa première phase, mais elle essaie le plus possible de rapprocher l'Internet le plus près des zones où les opérateurs mobiles, les fournisseurs d'accès Internet auront plus facilement la possibilité de raccorder les abonnés finaux. Donc dans cette phase, on se rend compte qu'en fait, et on se base sur le fait que la croissance des entreprises dans les différents secteurs de production et d'activité et la mise en place d'un Internet fixe permettra justement d'accélérer cette croissance. Donc aujourd'hui, le premier projet phare, qui est le programme de développement des infrastructures, est presque terminé. Une fois qu'il est terminé, on verra que l'impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est en train de se mesurer aujourd'hui, fait passer l'utilisation a quasiment fait tripler l'utilisation du réseau fixe d'Internet, donc du réseau d'interconnexion au plan national, et a doublé l'utilisation de l'Internet au plan international déjà en 2018. Donc on remarque que sur ces 2 dernières années, il y a quand même une très forte croissance, soutenue de plus ou moins 50% par année sur les 3 dernières années.
Ensuite, à venir, aujourd'hui, on se rend compte que oui, le numérique est un levier pour l'ensemble des différents secteurs, et un des secteurs en particulier, c'est celui de l'éducation. Donc, il est prévu de mettre en place un réseau national d'éducation et de recherche qui va permettre de raccorder, d'interconnecter l'ensemble des universités, et aussi prévu pour les écoles secondaires et les écoles primaires, non seulement au plan national, mais surtout aussi au plan international, et de pouvoir permettre justement d'accélérer ou d'améliorer la façon dont l'éducation et la recherche se fait en utilisant le numérique. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Enfin, aujourd'hui, M. Adjovi l'avait dit tout à l'heure, le déploiement des e-services. Le déploiement des e-services, c'est justement de numériser l'ensemble des services qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui, des relations entre les citoyens et le gouvernement, en mettant en place un programme qui va permettre d'interconnecter et de numériser l'administration et d'interconnecter l'ensemble des sites de l'administration, que ce soit au niveau des mairies, des préfectures, etc., sur le plan national, et permettre justement à tout citoyen, peu importe où est-ce qu'il se trouve sur le territoire, de pouvoir avoir accès à un service de qualité et à un service numérisé au même titre que peu importe où il est sur le territoire. Donc lorsqu'on regarde l'ensemble de ceci, on se rend compte que non seulement le déploiement du haut débit, du très haut débit, tout de suite aura un impact pour les opérateurs. Ensuite, l'éducation, la recherche, donc tout ce qui est programme de formation, etc. Et enfin, le déploiement pour les services gouvernementaux, les e-services pour les citoyens. D'accord. Voilà rapidement ce qui se fait. Nous parlons beaucoup d'investissement public, d'accord. Je me suis amusé à regarder un peu mon profil de consommation, donc sur les 6 gigaoctets que je consomme sur le réseau mobile. La moitié relève essentiellement des OTT, donc ces fameux services de contournement, dont je passe beaucoup de temps sur WhatsApp, pour un usage professionnel, bien évidemment. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes en capacité de faire contribuer ces acteurs-là qui préemptent l'essentiel de la bande passante? Pour ceux qui aiment les films et qui sont sur Netflix, tous les soirs aux États-Unis, 30% de la bande passante est préemptée par Netflix. Donc la question que je pose, c'est est-ce que Facebook a une initiative aujourd'hui pour investir dans les réseaux? Google a une initiative ACRA, notamment avec une ouverture du capital avec l'IFC. Monsieur Adjovi, est-ce qu'on peut imaginer demain que Microsoft, que Facebook ou Google venir co-investir localement sur des réseaux au Bénin? Quelle est notre vision de la chose? Est-ce que nous sommes favorables? Est-ce que, si oui, quelles sont les conditions, quelles sont les approches en termes de partenariat que nous imaginons? Ça y est, désolé. C'est compliqué parce que bon, ce sont des grands groupes qui ont leur propre stratégie et pour eux, probablement, le Bénin, c'est un petit marché. Mais bon, s'ils veulent investir, ils sont les bienvenus. Si je peux faire quelque chose pour les aider à investir au Bénin, je le ferai. S'il faut signer des partenariats, on le fera. Mais en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi faire ? Je crois que nous avons au Bénin un certain nombre d'acteurs, des opérateurs mobiles, des opérateurs fixes, qui doivent eux aussi jouer leur rôle, qui doivent eux aussi grandir. Nous ne serons pas une grande nation du numérique si nous n'avons pas les entreprises béninoises qui sont performantes et qui ont du succès, donc qui font de l'argent concrètement. Donc en ce sens, je crois qu'avec les grands groupes, qui de toutes les façons feront de l'argent, parce que moi j'ai pas l'intention de quitter WhatsApp, j'ai pas l'intention de quitter un certain nombre de réseaux sociaux sur lesquels je trafique tous les jours. Donc, mais c'est vrai qu'elles ont cette capacité financière, cette capacité d'innovation qui peut nous aider, qui peut aider à travers des partenariats, pas seulement avec le gouvernement, mais surtout avec l'écosystème numérique qu'il y a au Bénin et l'écosystème des entreprises en général. Et donc oui, elles sont les bienvenues dans ce que nous faisons et nous sommes prêts à aider, à recevoir ou à aider à investir ou à aider à des partenariats. Ils sont très regardants sur les aspects législatifs et réglementaires, donc ça encore, c'est quelque chose sur lequel
on pourrait dire beaucoup de choses. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que même si nous favorisons les entreprises du secteur, les opérateurs, ce que nous cherchons à faire, c'est vraiment qu'une entreprise, une PME, ait la possibilité, pas forcément d'utiliser du haut débit, mais sache qu'à travers le haut débit, les services peuvent être, ou le numérique peut ne pas être simplement un levier, peut ne pas être simplement un centre de coût, mais que les services qu'elles fournissent à leurs clients soient organisés autour du numérique. Le numérique va devenir complètement central. Et ça veut dire qu'il va falloir obtenir pas seulement les compétences, mais aussi les moyens de mettre les moyens numériques au centre de l'activité des entreprises. Et ça va se passer parce que celles qui le feront vont décoller plus vite. Celles qui ne le feront pas vont avoir du mal. Donc, c'est aussi comme ça qu'il faut voir, j'allais dire, l'inclusion financière et puis le développement, c'est de se dire que, y compris au niveau PME, en plaçant le numérique au centre de l'activité, eh bien, on a plus de chances de réussir. Monsieur Awad, peut-être un mot sur des possibles collaborations avec ces OTT. J'ai vu des affiches ces dernières semaines par rapport à Free Basics qui encouragent l'utilisation de Facebook. Ils ont des partenariats avec les opérateurs mobiles. Est-ce que vous êtes approché par ces acteurs-là? Est-ce que vous avez des opportunités où vous estimez qu'une collaboration avec ces acteurs n'est pas pertinente sur nos marchés? On a eu des approches, on a eu des visites de Google, de Facebook, entre autres, pour des projets similaires. Mais moi, à mon avis, ce ne sont pas des philanthropes. Les investissements qu'ils font sont dans un seul but, c'est de baisser ou quasiment que le prix d'accès à Internet soit nul. C'est ça le but des OTT, enfin des grands groupes. Et aujourd'hui, quand ils investissent dans des réseaux, dans des backbones nationaux ou dans des réseaux Wi-Fi métropolitains où le coût est vraiment très très bas ou uniquement à titre indicatif, c'est pour promouvoir leur business derrière. Et je pense que ça porte tort aux économies des États, ça il faut le reconnaître, parce que, je donne un exemple, aux États-Unis ils ne peuvent pas le faire, en Europe ils ne peuvent pas le faire. Donc ils essayent de le faire dans des pays dont eux pensent qu'ils sont vraiment dans un grand besoin. Ou pour dire, voilà, nous on a déployé X milliers de kilomètres dans ce pays-là parce que nous voulons booster l'accès. Effectivement, peut-être le consommateur en profite quelque part, la masse en profite. Mais au finish, l'État n'en profite pas autant que ça, ou même, je dirais, pourrait perdre. Donc il y a un juste milieu, parce que vous avez vu aussi la manière que ces grands groupes sont traités aujourd'hui par l'Union européenne, par exemple. Donc il y a énormément de sanctions qui tombent sur eux, parce que effectivement, ils ont créé un business qui contourne. Quand on parle de plateforme de contournement, c'est le mot exact. On contourne les réseaux des opérateurs pour faire aboutir un service au consommateur, mais ni l'opérateur, ni le pays dans lequel le service est fourni n'en profitent assez. Et effectivement, c'est extrêmement difficile de les taxer parce que les États n'ont pas suffisamment de visibilité sur l'activité en elle-même. Aujourd'hui, si je demande à quelqu'un au ministère des Finances, dites-moi combien Netflix sort d'argent par mois du Bénin. On ne peut pas me répondre. Parce que c'est quasiment invisible. Et aujourd'hui, le phénomène peut grandir. Je ne dis pas qu'il faut bloquer parce qu'on va marcher à contre-courant. Ce n'est pas ça la solution. Mais il y a quand même des moyens de créer du contenu local, par exemple, d'avoir des plateformes où nous avons plus de visibilité sur qui est derrière ça. D'accord. Vous avez abordé le sujet des tarifs. Nous reviendrons un peu plus tard sur
sur comment driver justement l'Internet mobile par les services. Mais si je reviens à la tarification, nous avons un seul opérateur d'infrastructure. Vous avez expliqué que c'est un paquebot, en tout cas c'est un énorme bateau. Est-ce que vous ne pensez pas que une concurrence au niveau des opérateurs d'infrastructure permettrait de doper et d'accélérer vraiment l'éclosion de l'Internet mobile et fixe au Bénin? Oui, alors, je crois qu'il faut se dire que c'est une évolution étape par étape. Il n'existe plus de monopole en termes d'infrastructure, ça n'existe plus. Mais par contre, il faut comprendre, comme l'a dit M. Adjovi, notre taille de marché n'est pas encore assez grande. Si nous devions permettre justement à chaque opérateur d'avoir son propre paquebot, je vous dis, avant que le paquebot ne soit rempli d'assez de conteneurs pour être rentable, ça prendra beaucoup de temps. C'est pour ça que nous avons fait l'option d'aller vers la mutualisation et le partage des infrastructures. Donc de mettre en place quelque chose qui permettrait à tout le monde de pouvoir accéder à, dans une certaine mesure, à un minimum qui leur permettrait justement de se concentrer sur l'accessibilité, sur les réseaux d'accès au niveau des fournisseurs d'accès Internet et des opérateurs mobiles. Ça leur permettrait justement de raccorder plus rapidement et de connecter plus rapidement les abonnés. Donc en termes de prix, lorsqu'on regarde aujourd'hui, c'est vrai, comme je le dis, c'est un processus. Au niveau des infrastructures, donc au niveau des infrastructures lourdes, au niveau du transport, donc de l'infrastructure nationale, on a déjà commencé à mettre en œuvre les différentes dispositions. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur les 2 dernières années, les prix ont quand même chuté d'à peu près 70%. Et je crois que c'est cette chute de prix qui s'est fait ressentir aujourd'hui quand vous le regardez, et chacun de vous peut le constater. Les prix de gros. Les prix de gros. Les prix de gros ont chuté de près de 70%, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez au niveau des réseaux mobiles même, vous avez quand même observé au cours de la dernière année une baisse des prix, que ce soit au niveau des réseaux mobiles ou des fournisseurs d'accès Internet, vous avez quand même observé une baisse des prix. C'est un processus continu. C'est vrai que pour cette phase-ci, aujourd'hui, pour la taille de marché que nous avons, le déploiement des infrastructures peut se faire par un opérateur d'infrastructure. Plus le marché va augmenter, plus la concurrence au niveau des infrastructures permettra encore d'accélérer la baisse de prix. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une concurrence au niveau de qui possède la fibre optique ou qui ne la possède pas. La concurrence se fera à qui est-ce qui a le meilleur contenu. Et pour justement emmener la compétitivité au niveau des opérateurs mobiles et des fournisseurs d'accès Internet, au niveau de la qualité de service de l'Internet, nous avons fait l'option que l'État investisse d'abord dans le déploiement des infrastructures à travers l'opérateur d'infrastructure. Donc aujourd'hui, pour le moment, ce déploiement, cet investissement permet quand même d'enclencher la baisse de prix au niveau du consommateur, mais à terme, puisqu'il n'y a pas de monopole sur les infrastructures, l'introduction d'autres opérateurs d'infrastructures pourra encore accélérer cette baisse de prix. Donc c'est quelque chose qui est un processus, je pense que nous en sommes à la première étape. D'accord. Donc un mot, M. Adjovi, sur la concurrence par les services. Est-ce que c'est réellement ce que nous voulons promouvoir? Et dans la foulée, l'autre question concerne vraiment l'adoption, parce que nous avons beaucoup parlé d'infrastructures, mais concrètement, quels sont les leviers pour favoriser l'adoption? Comment permettre à l'agriculteur qui est à Bandai, par exemple, de réellement pouvoir accéder à l'Internet mobile dans les mois, dans les années à venir? Monsieur Loko, vous avez beaucoup de questions difficiles. Hein. Je suis d'accord avec M. Assouma quand il dit que le nerf de la guerre, c'est quand même les contenus, c'est quand même les services. C'est ce qui sera vendu, c'est ce que nous allons acheter. Moi, je suis convaincu que de la voie toute simple, qu'elle soit à partir d'un terminal fixe ou d'un terminal mobile, s'il n'y a pas une valeur ajoutée, ça va finir par être vendu à 0 franc. Ce qui va compter, c'est la valeur ajoutée. Donc ce qui va compter, ce sont les services autour, c'est les contenus. Et ces contenus, c'est le secteur privé qui finalement va être le cheval de bataille de cette génération de contenus. Donc c'est important. Et c'est tout à fait un des éléments de l'adoption des services
nous devons favoriser. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il va y avoir, avant la fin de l'année, j'espère, la TNT, la télévision numérique terrestre. La TNT, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen complètement numérique de transporter des services audiovisuels, des chaînes de télé. Mais si ça ne s'accompagne pas d'une amélioration des services audiovisuels, des films, des contenus locaux, de ce que vous regardez, si les chaînes progressivement ne passent pas à la haute définition, est-ce que vous allez changer les chaînes que vous regardez aujourd'hui? Non. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution des infrastructures numériques. À côté de ça, il faut qu'il y ait une évolution forcenée, rapide, favorisée de tout ce qui est contenu et service. Et pour la deuxième partie de votre question, sur l'adoption, c'est beaucoup de choses. C'est, comme je viens de le dire, l'envie d'aller vers un service de qualité, vers des contenus de qualité, vers des contenus nouveaux. L'aspect novateur est extrêmement important dans l'adoption. Mais c'est aussi la compétence qu'on a à utiliser les outils numériques. Donc aujourd'hui, on sait que sur une application qu'on peut avoir sur son téléphone mobile ou sur son PC, y compris les applications de traitement de texte, etc., en général, on utilise 10, 15, 20, allez, je suis gentil, 30% des fonctionnalités. Je crois que, encore une fois, cette compétence, et ça va vite, c'est pour ça que c'est compliqué, il faut augmenter la compétence que nous avons tous et l'agriculteur aussi, à utiliser les services numériques. Ensuite, il y a bien entendu l'accessibilité. C'est vrai qu'on parle d'adoption, il y en a qui veulent bien s'y mettre, mais qui n'ont pas forcément le terminal qu'il faut, ou pour lesquels ce n'est pas abordable, c'est trop cher. Et donc là, on a un problème parce qu'on met des freins à l'adoption en mettant des services qui sont trop chers ou une accessibilité qui est trop chère. Voilà, donc encore une fois, l'adoption fait partie de ce que nous avons appelé, ce que nous avons intégré dans nos programmes, la gestion du changement qui va avec l'ensemble des projets que nous développons. Et c'est un problème complexe, on vient de loin et on a de la compétition. La compétition, c'est que il faut peut-être de temps en temps quitter Facebook et Twitter et WhatsApp pour effectivement faire du vrai travail sur les réseaux. Merci M. Adjovi. Nous allons passer aux questions au public. Devant, micro. Merci beaucoup. Donc, première rangée, pas de questions. Deuxième rangée. Monsieur Kounou. Bonjour. Gilles Kounou. Je voulais aborder la question de l'Internet résidentiel. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont sur ce panel savent très bien que la 4G n'est pas une technologie qui est dédiée, du point de vue modèle économique, à un usage permanent en entreprise. Et je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement et les opérateurs ne s'associent pas pour travailler de manière soutenue pour qu'on ait un Internet filaire résidentiel. Est-ce que c'est parce que les opérateurs représentent une bonne vache à lait facile à presser qu'il n'y a pas ce développement de l'offre alternative? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est la question de l'usage qui est fait en fait de l'infrastructure. Effectivement, quand on regarde, c'est pas 50%, c'est pas 60%, c'est peut-être 90% de l'utilisation de la bande passante qui est faite avec les OTT. Mais est-ce que nous ne devons pas nous en prendre à nous-mêmes? Parce qu'à un moment, depuis 5-10 ans, on n'a jamais travaillé pour accompagner les producteurs de contenus locaux. Moi, le seul refrain que j'entends sur Internet, le numérique au Bénin, de la part des pouvoirs publics, le seul vrai refrain depuis 10 ans, c'est infrastructure, infrastructure, infrastructure. Je me souviens avoir fait une conférence il y a 4 ou 5 ans où je disais que construire uniquement des infrastructures
C'est comme si tu mets du goudron, des routes goudronnées dans les champs des paysans. Ils vont passer dessus avec les chevaux. Et j'ai toujours dit ça. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à comprendre la rengaine qu'il y a vis-à-vis des OTT. Parce qu'on n'a jamais travaillé ou soutenu les gens pour développer du contenu alternatif. On n'a aussi non plus jamais travaillé à susciter la demande des populations. Parce que c'est bien d'avoir des offres. Mais si les gens n'en comprennent pas l'intérêt, il n'y a pas de demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des zones où Internet n'est pas économiquement viable, ça ne sert à rien de développer des infrastructures. Donc, à quand une vraie politique de soutien intensif aux producteurs de contenu et une vraie politique de soutien de la demande pour que les gens aient quelque chose à vendre? Parce que ça ne sert à rien non plus de faire des services s'il n'y a personne pour les utiliser. Sur la question de la taxation des OTT, je pense personnellement que le problème des OTT est un problème plus global. Il relève même de la souveraineté des nations. Si tout votre trafic à l'étranger, que c'est Facebook qui connaît les modèles de vos citoyens, leurs préférences, ainsi de suite. On a vu Cambridge Analytics et tout ce qui va avec. On a des possibilités de manipulation de l'opinion publique. Au-delà de la question économique, même la manipulation des opinions, le néocolonialisme intellectuel qui s'instaure, la sécurité des données. Tout ça nous fait penser qu'effectivement, il est plus que jamais temps de discuter avec les OTT, mais pas seulement sur les questions économiques, sur la question de la protection des données pour protéger le citoyen, sur la question de la propriété intellectuelle, par exemple, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que l'Afrique, au niveau, il n'y a pas un travail au niveau sous-régional ou régional, comme cela se fait en Occident, pour non seulement sur la question de la fiscalité, adresser la question de la territorialité, parce que si les gens ne sont pas installés ici, vous ne pouvez pas les imposer, mais ensuite, pour qu'il y ait cette discussion globale sur qu'est-ce qu'Internet va être, parce que de toute façon, c'est des géants qui sont là, et peut-être que le chiffre d'affaires de Facebook ou la capitalisation de Apple, même le budget du Bénin sur 100 ans, on ne va pas atteindre. Donc la question n'est pas seulement économique. Donc voilà mes questions. Pourquoi on n'explore pas les mêmes modèles qu'en Occident? Parce qu'on sait très bien que Facebook ne va pas s'installer dans tous les pays. Pourquoi on ne travaille pas au niveau régional, sous-régional sur ces questions? Je vous remercie. Merci, M. Kounou. Merci, M. Kounou. Nous avons une personne... Oui, s'il vous plaît, avant vous, puisqu'on est suivi sur Facebook en live, il y a des internautes aussi qui posent des questions. Donc, on vient de me reporter une question qui est adressée au DG de Isocel, M. Awad. Donc, il demande à Isocel ce qu'il propose, je lis exactement ce qui est écrit, ce qu'il propose pour l'hébergement de contenu localement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, merci. Donc, là-bas. Merci, bonjour. Je suis Augustino Agbemavo et je voudrais demander à M. Adjovi qu'est-ce que l'ADN fait pour, à la limite, obliger les réseaux de téléphonie mobile ou bien les FAI à réellement utiliser la fibre optique pour améliorer la qualité de la connexion pour que nous, les utilisateurs finaux, on puisse réellement sentir l'amélioration au niveau de la connexion. Même si Bénin Infrastructure installe effectivement l'infrastructure et que les réseaux de téléphonie mobile ne raccordent pas, mais n'utilisent pas la fibre optique pour améliorer la qualité, nous, on ne pourra pas sentir une amélioration. Donc, qu'est-ce que l'ADN fait pour réellement les amener à aller à ce niveau-là? Merci. Merci à vous. Est-ce que nous avons d'autres questions? Fawaz Seyzenou. Bonjour, très chers tous. Juste une question. Ici, on parle d'investissement et je voudrais juste savoir qui peut investir au Bénin, quand et comment dans le numérique. Parce qu'en fait, avoir tous les forums, tous les panels, pas seulement aujourd'hui, mais qui se fait depuis quelques années, qui peut venir au Bénin? Voilà. Question là-bas. Excusez-moi. Merci. Ma question s'adresse à M. Khalil. Il a parlé, n'est-ce pas, de la diminution des coûts liés, n'est-ce pas, à l'utilisation de l'Internet. Mais ce qu'on constate souvent, notamment sur les opérateurs GSM, les coûts ont diminué, mais la consommation telle que c'est facturé
c'est comme si le coût n'a pas diminué. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle de la façon dont les opérateurs, n'est-ce pas, facturent les utilisateurs du forfait Internet? Parce qu'on sent qu'il y a la nacre dans ce domaine-là. Merci. Merci. Une autre question? Non, je crois que c'est bon. Donc, je vous retourne le micro pour les réponses. Merci. Donc, ça veut dire qu'on a des questions assez franches. On va commencer par M. Adjovi. Vous avez eu la question qui est assez franche. Il y a des services qui sont apportés, mais quelle est la qualité réellement des services apportés? Les consommateurs ne font pas que payer l'accès, ils payent une stabilité, une disponibilité du service. Quelles sont les actions qui sont réellement mises en œuvre pour que les clients, in fine, soient satisfaits? Je vais commencer par cette question. Alors, je voudrais rappeler le rôle de l'ARCEP, qui est censé faire exactement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire s'assurer que les opérateurs fournissent la qualité de service et maintiennent les prix le plus bas possible, même si on ne fixe pas les prix, qu'on comprenne que les prix correspondent à un service fourni et un service de qualité. Alors, l'ADN n'a pas de moyen de forcer les opérateurs à fournir de la qualité de service. Par contre, ce que nous faisons en maîtrisant le déploiement des réseaux à haut débit en particulier, mais pas seulement, c'est permettre aux opérateurs d'avoir le choix, d'avoir de la bande passante, d'avoir des infrastructures qui leur permettent de déployer à moindre coût de la qualité de service. Donc de déployer des infrastructures qui elles-mêmes s'appuient sur des infrastructures importantes avec la bande passante disponible et donc de vous fournir de la qualité de service. C'est valable pour les FAI, c'est valable pour les opérateurs mobiles, mais c'est un combat qui est un combat et qui, à mon avis, sera un combat permanent pour les 10 prochaines années. Parce que, naturellement, nous voulons tout en même temps. Nous voulons une baisse des coûts significatifs, nous voulons une augmentation de la qualité de service et nous voulons naturellement des opérateurs qui sont en bonne santé, qui font de l'argent, qui payent des taxes dans les coffres du gouvernement. Donc voilà, c'est toujours une équation un peu compliquée, mais c'est vrai que nous devons avoir les trois. Et je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis que ce sera un combat de tous les instants avec l'ARCEP, avec la discussion avec les opérateurs. La qualité de service n'est pas dissociable du succès des entreprises qui utilisent le numérique. Donc, nous allons trouver des moyens, même s'ils ne sont pas nécessairement coercitifs. Je voudrais revenir à cette histoire d'infrastructure dont a parlé M. Kounou. Nous avons un retard d'infrastructure de plusieurs dizaines d'années. Tant qu'on n'a pas des infrastructures à la hauteur de ce que nous voulons faire, il faut oublier la qualité de service. Donc il faut que ce soit un focus du gouvernement, des opérateurs. On n'a pas fini au niveau des infrastructures. M. Awad parlait donc du déploiement de plusieurs centaines de kilomètres de fibre optique. Ça va continuer. Est-ce que c'est pour ça qu'on oublie le contenu? Je ne crois pas. Et si vous regardez bien au niveau des projets du PAG, il y a 2 projets phares qui traitent spécifiquement des contenus. Et nous y attaquons. Et nous cherchons à favoriser les contenus à travers les structures d'État qui parlent de contenu, donc les redynamiser, mais aussi à travers l'incitation qui est faite vers les startups pour les accompagner à créer ce contenu. Et je répète, comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas silencieux sur les contenus, nous sommes conscients que les contenus et les services, c'est le véritable enjeu, et il se trouve que cet enjeu s'appuie sur des infrastructures qui aujourd'hui ne sont pas encore à la hauteur. Donc je crois que c'est important de le dire. Juste un mot sur les investissements au Bénin. Alors, je ne sais pas si c'est une question complètement générale ou si on parlait des investissements spécifiquement dans le numérique. Des investissements dans le numérique, on peut en parler longtemps. Hein. Il y a des opportunités. Nous sommes dans un cadre de restructuration des entreprises publiques de télécommunications. Le gouvernement se retire de la gestion directe des entreprises de télécommunications qui donc vont appartenir complètement au monde de l'entreprise, au monde concurrentiel.
et il y aura donc des investissements importants à faire. Nous sommes en train de regarder la possibilité d'avoir un troisième opérateur mobile, c'est encore de l'investissement. Il y a, à mon avis, des offres ou des possibilités pour des FAI d'émerger, puisque le nouveau cahier des charges est beaucoup plus souple. Ce sont aussi des investissements. Mais il y a des investissements dans le domaine de l'intégration. Aujourd'hui, tout ce que nous mettons en terre, que ce soit la fibre optique, ou ce que nous mettons en l'air, que ce soit les BTS ou les réseaux radio des opérateurs mobiles, qui va les exploiter? Qui? Est-ce qu'on est prêt à exploiter tout ça? Quel contenu va passer à travers ça? C'est le gouvernement qui va le faire? Je ne crois pas. Donc, encore une fois, les opportunités d'investissement sont là. Est-ce que nous aurons les investisseurs? Nous le souhaitons. De quoi ont besoin les investisseurs pour faire leur travail? Parler aux différentes instances. Nous, en tout cas, côté ADN, nous sommes prêts à les accompagner aussi loin que possible quand il va s'agir de numérique. Monsieur Awad, sur l'Internet résidentiel, nous en avons parlé brièvement tout à l'heure, mais concrètement, Monsieur Kounou, il a besoin du haut débit, mais du haut débit stable, avec des débits garantis, pour faire tourner ces plateformes. Tout à fait. Vous pouvez nous dire concrètement que fait Isocel, quel type de services sont apportés? Est-ce que le consommateur final est accompagné? Est-ce qu'il y a un SAV? Est-ce qu'on garantit les débits qui sont fournis aux consommateurs? Alors, en tant qu'Isocel, ce même problème concerne tous les précurseurs, ou tous les pionniers qui ont commencé à fournir l'accès à Internet depuis les années 90. Nous étions confrontés à une contrainte réglementaire qui ne nous permettait pas de déployer certains types de technologies. Aujourd'hui, ces contraintes ont été complètement levées grâce à des lois et à des législations modernes. Donc aujourd'hui, ce que le gouvernement a investi en backbone, c'est-à-dire en épine dorsale, c'est le rôle des opérateurs et notamment des fournisseurs d'accès de développer des réseaux qui pourront atteindre les grandes entreprises, les PME et les ménages à grande échelle. Reste à savoir à quel tarif pour permettre au plus grand nombre d'adhérer au service. Alors nous, aujourd'hui, il y a un autre avantage aussi, et grâce à des politiques publiques qui ont permis aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès d'avoir accès à la matière première, d'avoir accès à des câbles sous-marins. Donc aujourd'hui, étant donné que nous avons accès à la bande passante internationale à de très bons prix, pouvant aujourd'hui investir dans les réseaux d'accès et dans le raccordement et des entreprises et des ménages, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison pour que nous ne soyons pas totalement en mesure d'apporter le service que vous désirez à un coût extrêmement attractif. Et ça va se faire, croyez-moi, moi en tant qu'Isocel, moi je vous promets, avant la fin de cette année, nous allons raccorder au moins quelques milliers d'abonnés avant la fin de 2018. Et en 2019, nous allons continuer notre projet parce que nous avons pu obtenir des investissements à long terme et à des coûts assez intéressants qui nous permettent de faire des retours sur investissement très longs. Et nous allons continuer ce process et comme l'a dit M. Adjovi, nous allons aller à plusieurs centaines de kilomètres à Cotonou et dans le Grand Cotonou et aussi dans d'autres villes du Bénin. Nous avons ce projet en tête depuis des années, nous allons le faire. Nous ne sommes pas les seuls qui allons le faire. J'espère que d'autres opérateurs aussi vont le faire pour qu'il y ait une réelle concurrence. Et d'ailleurs, Bénin Télécom Service le fait déjà. Donc il y a déjà une concurrence sur le marché et ça va être pour le bien du consommateur final. Donc ça va se faire. Si vous permettez, je dois juste répondre à la question qu'on a reçue sur Facebook, sur l'hébergement. Nous faisons déjà de l'hébergement en local, mais nous avons encore besoin d'investir plus pour avoir un environnement plus sécurisé qui sera au moins, notre ambition c'est qu'il soit similaire aux hébergements qu'on peut trouver dans les grands data centers, mais on a encore un peu de chemin à faire,
nous pouvons faire l'hébergement actuellement, mais ce ne sera pas la même chose que chez un grand groupe comme OVH, etc. Mais néanmoins, on le fait déjà. Mais à des standards internationaux. À des standards voilà, bon, locaux, mais qu'on aimerait améliorer. D'accord. Monsieur Assouma, j'aimerais qu'avant de répondre à la question, vous avez été interpellé sur les prix, l'écart entre les prix de gros et les prix de détail. J'aimerais quand même que vous disiez un mot sur la taxation des OTT, et s'il y a des initiatives au niveau régional ou continental, notamment le Smart Africa par exemple, drivé par le Rwanda. Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens pour peser réellement face à ces gros acteurs? Aujourd'hui, la taxation, la compréhension de la taxation doit être prise dans un cadre global, dans une tendance globale où les OTT, effectivement, se sont beaucoup déployés, ils sont fortement utilisés, surtout dans nos régions, mais c'est une tendance globale de voir comment, justement, comment est-ce que l'ensemble des populations pourraient tirer profit de l'utilisation de ces OTT et du contournement qu'elles mettent en œuvre. En fait, voyez-vous, tous les investissements dont nous parlons depuis le début de ce panel, tous les investissements dont nous parlons sont faits à travers l'argent public. La majorité, donc le déploiement des infrastructures, haut débit, etc. Par contre, ces infrastructures, lorsqu'on parlait du contenu, et je rejoins M. Kounou là-dessus, pour le développement des contenus locaux qui ne se fait pas encore, qui ne va pas encore à une vitesse grand V. Donc, majoritairement, ces infrastructures aujourd'hui sont utilisées par par les OTT principalement, sont utilisées par des entreprises qui ne sont pas installées ou qui ne sont pas en relation avec nos environnements. Ce qui fait que l'ensemble de la valeur ajoutée, l'ensemble de bénéfices retirés de l'utilisation de ces infrastructures n'est pas redistribué alors que l'investissement a été fait par les contributeurs, vous et moi. Parce que c'est de l'argent public qui a été investi pour le déploiement de ces infrastructures. Donc il y a une tendance, une réflexion globale sur des mécanismes pour pouvoir créer un cadre de partenariat ou d'échange ou de redistribution de cette richesse créée par l'utilisation de ces OTT avec les populations. Et un des mécanismes justement au niveau de la taxation justement de l'utilisation de ces services, au niveau justement de la mise en place, comme on l'a dit dans certaines régions, de sièges ou de présence physique de ces OTT pour pouvoir justement créer de l'emploi, avoir un impact socio-économique sur les régions où elles sont présentes, où elles sont fortement utilisées. Donc ce sont des choses comme ça qui sont en train d'être mises en œuvre et une première étape, c'est vraiment sur la taxation. Alors, je veux revenir et dire concrètement au niveau de l'Internet, lorsqu'on a parlé tout à l'heure de l'Internet résidentiel, de l'Internet fixe, concrètement, comment cela s'est matérialisé? L'État a, dans la chaîne de valeur entre le consommateur final et la production de l'Internet, a mis une limite. Elle s'est dit, je vais faire une partie des investissements jusqu'à un certain niveau, donc à travers Benin Telecom Infrastructure, et ensuite les opérateurs privés pourront faire le reste et raccorder. Et cette limite se matérialise lorsque vous le voyez en ville par des petites boîtes blanches que vous allez voir dans les différents quartiers qu'on appelle des MSAN, qui sont des boîtes technologiques qui permettent à partir de ces boîtes de raccorder les abonnés finaux. Vous allez voir un peu partout ces petites boîtes un peu partout dans la ville de Cotonou, dans les différentes villes un peu partout dans le pays. Et ces investissements, c'est vraiment jusqu'à la limite où la fibre optique se rend jusque dans les quartiers. Ça se voit un peu partout. Lorsque vous circulez dans Cotonou, vous verrez des petites boîtes blanches. À partir de là, les abonnés, les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs mobiles, etc. pourront facilement raccorder les abonnés. Donc l'Internet, l'Internet résidentiel est possible aujourd'hui. Et voilà, M. Awad l'a dit, d'ici la fin de l'année, ça sera une réalité. Maintenant, au niveau de la diminution des coûts, au niveau de la facturation, du modèle de facturation. Alors, il y a un travail en cours, effectivement, à pousser les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs mobiles, à offrir des forfaits, je vais dire, illimités, vraiment du vrai illimité. Et Benin Telecom Service l'offre aujourd'hui et à pousser tout le monde à être dans cette dynamique. Parce qu'au niveau du gros, nous ne faisons pas de distinction. Quand je reprends encore l'image du paquebot, nous ne faisons pas de distinction à combien de conteneurs est-ce qu'ils mettent dans le bateau.
Nous leur donnons un espace dans lequel ils peuvent mettre autant de conteneurs qu'ils veulent. Donc, il n'est pas question que lorsqu'ils arrivent à votre niveau, qu'ils détaillent maintenant au nombre de conteneurs qu'ils vous livrent. Ils doivent pouvoir en livrer 1 tonne parce que nous leur avons donné la possibilité d'avoir accès à 1 tonne. Donc, aujourd'hui, il y a ce travail qui est en cours. C'est un travail qui va se faire au niveau de la réglementation, au niveau des politiques publiques, pour que justement la facturation, le modèle de facturation de l'Internet au niveau de l'abonné final reflète vraiment le coût auquel l'opérateur le produit. Ce n'est pas encore fini, mais c'est un process. Aujourd'hui, comme je le dis, au niveau du gros, il n'y a pas de distinction en termes de quantité. C'est juste une question de débit. Il faut que ce soit la même chose qui soit dans les offres illimitées. Merci, Monsieur Assouman. Merci aux panélistes. Je pense que nous avons fait un peu le tour des problématiques qui se présentent à nous. J'ai noté que la problématique de la monétisation de la data et des services finaux était encore une problématique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a une stratégie. Il a décliné des politiques publiques qui commenceront à porter des fruits à travers les acteurs privés notamment. Les barrières législatives et réglementaires sont progressivement levées. Donc nous avons un acteur privé qui le confirme. Mais concrètement, il y a encore des axes à approfondir, notamment dans le développement des services et dans l'émergence de nouveaux acteurs, dans un écosystème nouveau qui s'appuie sur les startups qui seront réellement les moteurs de la donnée qui est le pétrole du secteur du numérique. Merci à vous.